J'avais 15 ans quand j'ai vécu une rupture très difficile. J'étais complètement brisé et j'ai commencé à sombrer dans une profonde dépression. Je suis devenu sombre, j'ai cessé de croire en Dieu et j'ai commencé à m'intéresser à la magie noire. J'ai commencé à étudier le sujet, j'ai acheté des livres et j'ai rejoint un groupe de personnes. Je tentais de faire des sorts et des rituels et ce groupe très extrême m'a montré comment les réaliser. Un mois après avoir commencé à pratiquer la magie noire, les sorts, les rituels, etc., des choses étranges ont commencé à se produire autour de moi. Je ne veux pas entrer dans les détails des rituels, car ce qui s'est passé ensuite m'a vraiment effrayé et je préfère ne pas en parler. Un soir, j'étais dans ma chambre et j'ai commencé à entendre des chuchotements. Ça m'a vraiment fait flipper parce que ça ne s'arrêtait pas. Je ne comprenais pas ce que les voix disaient, mais je pense que c'était en latin ou dans une autre langue, mais ce n'était pas de l'anglais. J'ai fini par m'endormir et j'ai fait des cauchemars horribles cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis réveillé et la porte de mon placard était ouverte. Je sais qu'elle était fermée quand je me suis couché. Je la ferme toujours et je me souviens très bien l'avoir vue fermée. J'ai demandé à mes parents s'ils étaient venus dans ma chambre, mais ils dormaient encore et m'ont dit que non. Mon père m'a dit qu'au milieu de la nuit, il avait entendu quelqu'un courir dans les escaliers. Nos chambres sont à l'étage, juste à côté des escaliers. Il pensait que c'était moi, mais quand il est venu me dire d'arrêter, il n'a vu personne, et le bruit s'est arrêté dès qu'il est arrivé en haut des marches. Ce jour-là, c'était un samedi, je crois. Je n'avais pas école, et je suis allé aider mon père sur un chantier. Il a sa propre entreprise de construction. J'ai commencé à avoir une malchance incroyable. Rien ne se passait comme prévu. Je posais du carrelage avec mon père dans une maison, et je voyais sans cesse une ombre traverser les murs. J'ai recommencé à entendre ces chuchotements rapides comme la veille. J'étais tellement terrifié que j'ai commencé à prier Dieu, à lui dire que j'étais désolé d'avoir fait tout ça, mais c'était trop tard. J'ai arrêté les rituels, la magie noire, etc. J'ai recommencé à prier Dieu, mais les phénomènes se sont intensifiés. Les portes claquaient, s'ouvraient toutes seules. Je faisais constamment des cauchemars, et mes parents aussi. Une nuit, j'écoutais de la musique dans ma chambre avec une chaîne stéréo. Elle s'est éteinte toute seule. Et juste après, j'ai entendu le grognement le plus effrayant que j'ai jamais entendu. J'ai couru en bas. En entrant dans la cuisine, j'ai vu une ombre filer de gauche à droite. Et le plus terrifiant, c'est que j'ai entendu ses pas. Je sais donc que ce n'était pas mon imagination. J'ai commencé à croire que mes rituels et ma magie noire m'avaient maudit, que j'avais laissé entrer un esprit maléfique ou un démon dans ma vie. Pendant les mois suivants, je voyais toujours des ombres, j'entendais des chuchotements. Ce qui m'a finalement poussé à aller voir un prêtre dans l'église de mes parents, c'est qu'un soir, j'ai entendu 3 coups frapper à ma porte. J'ai ouvert, personne. Mes parents étaient en bas, en train de regarder un film. À ce moment-là, j'avais 16 ans et je pouvais enfin conduire. J'ai appelé un ami et lui ai demandé si je pouvais venir chez lui, juste pour m'éloigner de tout ça, car j'étais terrifié. Je suis allé chez lui et on jouait à des jeux vidéo. On a tous les deux entendu des coups, et cette fois sur le plafond. J'ai dit « Oh mon Dieu, ça me suit ». Mon ami était vraiment paniqué. Soudain, on a entendu un cri si fort qu'on aurait dit qu'il venait de la pièce. On a couru hors de la maison et j'ai dit « Viens, on va faire un tour en voiture ». Je lui ai raconté ce qui m'arrivait et il m'a regardé et m'a dit « Mec, ton cou est tout rouge et il y a des griffures partout ». J'ai regardé dans le miroir de la voiture et il avait raison. Je lui ai dit que je ne m'étais même pas touché le cou et le plus étrange, c'est que je n'avais rien senti sur le moment. Mais plus tard, ça a commencé à me brûler. Je suis finalement rentré chez moi et j'ai tout raconté à mes parents, ce que j'avais fait, ce qui se passait. Ils étaient très contrariés. Ce dimanche-là, je suis allé voir un prêtre. Il m'a dit qu'il allait bénir la maison, mais je lui ai expliqué que ce n'était pas la maison qui était hantée, c'était moi. Il m'a dit qu'il prierait pour moi et me bénirait, mais qu'il n'était pas exorciste. Il m'a béni, a béni la maison et a prié pour moi, mais les phénomènes ont continué. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, j'ai eu la pire malchance de ma vie, je vois encore des ombres, j'entends encore des chuchotements, et je crois que j'ai été à 2 doigts d'être possédé. Ça remonte à 2013 ou 2014, je crois. J'avais commencé à m'intéresser au spiritualisme, à la sorcellerie, etc. Parmi tout ça,
il y avait les planches de Ouija, leur histoire, leur utilisation, leur sécurité, si on peut appeler ça comme ça. Quelques amis pensaient que ce serait amusant d'en faire une. Pendant longtemps, je les ai repoussés parce que je ne pensais pas qu'ils prendraient ça au sérieux, mais étant ado, j'ai fini par céder. L'un des gars était un peu plus âgé et avait son propre appartement. Je vais commencer par le lundi, ok? Aucun de nous ne savait vraiment où trouver une planche de Ouija et on n'avait pas les moyens d'en acheter une. Deux de mes amis m'ont proposé d'en faire une pour le vendredi suivant. C'était ma première erreur. Après des mois à refuser, j'ai fini par dire oui, juste pour qu'ils me lâchent. Mardi, j'ai trouvé du bois pour fabriquer la planche, rien de spécial ce jour-là. Mercredi, j'ai commencé à fabriquer la planche. J'ai pris un vieux fer à souder et des marqueurs pour la décorer. En gravant les lettres, j'ai fait une pause car ma main commençait à se crisper. Le fer à souder était encore brûlant, mais je l'ai laissé sur la planche. Deuxième erreur. En scrollant sur Facebook, j'ai vu le fer bouger lentement vers moi. J'ai eu un sursaut, je l'ai remis en place et j'ai continué. J'ai pensé que le câble avait été déplacé, mais en y repensant, rien n'aurait pu le faire bouger. J'essayais de rester rationnel toute la semaine pour garder tout le monde calme. Jeudi, j'ai ressenti une forte envie de graver des symboles de protection sur la planche. Troisième erreur. J'ai ignoré cette envie et j'ai continué ma journée. Vendredi, le matin, j'ai poncé le couvercle d'un vieux pot de Nutella pour qu'il glisse facilement sur la planche. J'ai eu des appels de certains de mes amis pour organiser la soirée. 17h, je suis arrivé à l'appart, les autres étaient déjà là. J'ai mis la planche dans la pièce du fond où tout était installé. Table, bougies, sel, eau bénite. Je suis toujours convaincu que c'était de l'eau du robinet. 17h30, je les ai briefés en leur demandant de ne pas faire les idiots et de prendre ça au sérieux, qu'ils y croient ou non. Tout le monde a accepté. 18h, première session avec moi, avec 3 de mes amis, rien de spécial dans la pièce. Mais apparemment l'électricité clignotait dans le salon vers la fin. Fin de session à 18h20. 18h30, deuxième session, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure et d'inviter tous ceux qui voulaient venir. J'ai récité des versets dans différentes langues que j'avais mémorisées. Soudain, un froid glacial s'est installé dans la pièce, comme si un climatiseur avait été allumé pendant une demi-heure et que tout nous frappait d'un coup. L'un de nous s'est senti mal et a demandé à arrêter. On a déplacé le couvercle de Nutella sur au revoir et on a terminé à 18h45. 18h50, troisième session. Ça a très mal tourné, très vite. Dès le début, la planchette a fait un mouvement brusque. Tout le monde pensait que quelqu'un faisait une blague, mais j'avais les yeux sur leurs mains et je n'étais pas convaincu. On a dit au revoir à 19h05. 19h20, nous avons commencé la quatrième session. C'était un peu serré, mais on a tenu bon. La planchette était chaude au toucher. Mac, l'un des participants, se sentait mal à l'aise et au bout d'un moment, des larmes ont commencé à couler sur son visage. J'ai rapidement mis fin à la session à 19h30 et j'ai emmené Mac dehors pour discuter. Il m'a dit qu'il avait vu le visage de sa grand-mère décédée dans le reflet de la planchette et qu'une voix lui avait murmuré à l'oreille « Arrête ça », suivi d'une autre voix qu'il ne reconnaissait pas, disant « Sinon je te prendrai et je la prendrai aussi ». Pour des raisons évidentes, ce fut la première et dernière session de Mac. 19h45, nous avons tous convenu de faire une pause d'une demi-heure pour nous calmer et reprendre nos esprits. 19h55, je me suis levé du canapé du salon et j'ai dit à tout le monde que j'allais aux toilettes. La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais dans la pièce en train d'utiliser la planche tout seul. 2 de mes camarades ont fait irruption dans la pièce, ont déplacé la planchette sur au revoir et ont soufflé les bougies. Ils ont dit que j'avais une sacrée force pour maintenir la planchette avec seulement 2 doigts de chaque main. Pour une raison inconnue, j'ai tenté de frapper l'un d'eux, ce qui est totalement hors de mon caractère, mais à ce moment-là, tout ce que je ressentais envers lui, c'était de la rage. La pièce était glaciale, on pouvait voir notre souffle, sauf moi, je ne ressentais rien du tout. Tout ce dont je me souviens de ce moment, c'est une vision de moi-même vue d'en haut, au-dessus de la porte, avec quelqu'un marchant vers moi étendant la main, juste au moment où la porte s'ouvre et que mes amis entrent. Cette vision hante mes rêves et parfois mes rêveries, encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à écrire tout ça aujourd'hui. 20h30. Après discussion, nous avons décidé de faire une dernière session pour essayer de réparer ce qu'on aurait pu déranger. Personne n'a parlé, comme convenu. La pièce a commencé à redevenir normale, la maison aussi. J'étais confiant que les mesures de protection contre le mal que j'avais prises fonctionnaient. Quelle erreur!
21h. Nous avons détruit la planche, la cassant en 8 morceaux recouverte de sel et brûlée. À ce jour, quelqu'un a encore la planchette du pot de Nutella, car nous n'avons jamais réussi à la briser. C'était effrayant, mais nous avons fini par la faire bénir par une certaine Pat, dont je vais parler bientôt. Vendredi soir, mon chien Blue était bizarre avec moi. J'ai l'habitude de le promener chaque soir. En rentrant, Blue était hors de sa routine et ne voulait pas dormir dans ma chambre comme d'habitude. Il a passé la nuit au pied du lit de mes parents. Témoignage de 2 de mes amis qui ont dormi l'un chez l'autre. Cette nuit-là, ils ont entendu des bruits dans la cuisine et des bruits de course dans la maison à plusieurs reprises. En vérifiant, les portes étaient toutes verrouillées, mais tous les tiroirs et placards étaient ouverts, y compris le frigo et le congélateur. Chacun pensait que l'autre lui faisait une blague. Samedi, j'étais occupé la plupart du temps, mais j'ai eu plusieurs moments de terreur inexpliqués et j'étais anormalement fatigué. Blue était toujours distant avec moi. Chez Spock, l'un des participants, tout le monde était revenu sauf moi. Ils ont partagé leurs témoignages et ont décidé de contacter Pat, une exorciste catholique certifiée qui vivait près de chez Spock. Ils la connaissaient par sa famille. Pat était furieuse contre moi, à juste titre. Elle a décrit l'ambiance de la maison comme sombre et horrible. Elle a dit à Mac, ce n'était pas ta grand-mère, ne te laisse pas berner par des choses qui veulent te rendre vulnérable. Personne ne lui avait parlé de ça avant. Elle a béni la maison et les personnes présentes la veille. Dimanche, Pat est arrivée vers 9h30 et a continué les bénédictions. Vers 11h, son visage est devenu livide et elle a dit à Spock « Quelque chose arrive à quelqu'un », juste avant que des bruits se fassent entendre dans la cuisine et la pièce du fond. 10 minutes plus tard, je suis entré dans l'appart et Angus, le chien de Pat, s'est mis à aboyer et grogner contre moi sans jamais s'approcher. Elle a alors dit « Tu dois être l'auteur ». Après m'avoir passé un sacré savon, elle a dit « Bon, finissons-en, et tu vas m'aider à nettoyer ce foutoir », encore une fois avec des mots plus colorés. Elle m'a béni, j'étais étourdi pendant toute la bénédiction, mais ensuite je l'ai aidé à purifier la maison, principalement en traduisant ses paroles en latin. C'est une histoire assez flippante, mais vraie, à propos de la maison d'une amie. La plupart des détails viennent d'elle directement. Je n'étais pas présent à ce moment-là. Cela dit, j'ai aussi vécu quelques expériences dans cette maison que je vais vous raconter. Un peu de contexte. Tout a commencé en 1999. J'avais un groupe très soudé de 5 amis au collège. 3 filles, 3 garçons, moi compris. L'une des filles, appelons-la Josie, s'est soudainement passionnée pour la sorcellerie. Elle faisait des sorts chez elle et à l'école, enchantait des objets, etc. Même si j'ai toujours cru aux fantômes, j'étais très sceptique concernant la sorcellerie et je ne pensais pas que ça fonctionnait vraiment. Josie avait une amie avec qui elle pratiquait la sorcellerie, mais cette amie a déménagé. Josie a alors essayé de convaincre quelqu'un de notre groupe de l'accompagner et d'apprendre la sorcellerie. Une seule d'entre nous a accepté, mon amie Brianna. Elles ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble, sont rapidement devenues meilleures amies et on les voyait de moins en moins. Après l'école, elles étaient toujours chez l'une ou l'autre à faire Dieu sait quoi. D'après ce que j'ai compris, la sorcellerie a commencé de manière assez innocente, mais a rapidement pris une tournure plus sombre. Je pense qu'elles n'obtenaient pas de résultats avec leurs sorts positifs, alors elles ont franchi le pas et se sont aventurées dans des rituels plus sombres. Des sorts pour invoquer les morts, ouvrir des portails vers d'autres mondes, etc. En juillet 2000, ma famille se préparait à déménager. Avant notre départ, j'ai organisé une fête d'adieu et Brianna et Josie étaient là. Elles étaient silencieuses et j'avais remarqué qu'elles semblaient plus tristes et pâles depuis quelques mois. J'ai demandé à Josie ce qui n'allait pas, mais elle n'a rien voulu dire. Brianna, en revanche, m'a tout raconté. Une semaine avant, elles étaient chez Brianna pour faire un sort de protection avec miroir. Un rituel que 2 personnes peuvent faire face à un miroir pour créer une barrière contre les forces négatives. Apparemment, le sort n'a pas fonctionné comme prévu et elles ne s'attendaient pas à ce que quelque chose de paranormal se produise. Elles ont fait le rituel dans la salle de bain à l'étage, face à un grand miroir rectangulaire qui couvre tout un mur. Les lumières étaient éteintes, une seule bougie allumée.
Elles avaient répété le sort à l'avance pour le faire avec précision et à un rythme spécifique. Le rituel exigeait qu'elles gardent les yeux fermés jusqu'à la fin. Au moment le plus intense du sort, Josie a senti une présence très sombre et négative derrière elle. Elle a ouvert les yeux et s'est mise à hurler. Brianna a ouvert les siens en réponse, et ce qu'elle a vu l'a terrifiée. 2 grandes silhouettes sombres se tenaient derrière elle, leurs traits étaient noyés dans l'obscurité. Brianna a crié aussi, et elles ont toutes les deux fui la salle de bain pour se réfugier dans la chambre de Brianna. Josie a fini par se calmer et est partie. Le sort n'a jamais été terminé. Apparemment, un sort avec miroir crée un lien vers une autre dimension. Ce lien permet de puiser de l'énergie pour créer une barrière protectrice. Mais si le sort n'est pas terminé, le lien reste ouvert. Et c'est ce qui aurait déclenché une série d'événements paranormaux dans la maison de Brianna. J'ai déménagé peu après, et ma famille est revenue 5 ans plus tard. J'ai repris contact avec Brianna. Josie avait laissé tomber la sorcellerie et fréquentait d'autres amis. Je ne l'ai vue que 2 fois depuis mon retour en 2005. Brianna et sa petite sœur étaient devenues très libres d'esprit. Un soir, autour d'une session de chicha, Brianna m'a raconté ce qui se passait dans sa maison. Depuis cette nuit de 2000, elle et sa famille ont vécu des expériences paranormales, certaines bénignes, d'autres inquiétantes. Il faut savoir qu'avant ce sort, il n'avait jamais eu de phénomène étrange dans cette maison qui avait été construite en 1994 dans un lotissement récent. Ils en étaient les premiers occupants. Une nuit, Brianna lisait dans son lit avec seulement sa lampe allumée. Soudain, une tête flottante est apparue à sa gauche, a traversé la pièce, l'a regardée un instant, puis a disparu dans le mur. Elle dit que c'était la tête d'un homme chauve, âgé avec un air très inquiet. L'apparition a duré 2 ou 3 secondes, mais elle dit que ça lui a semblé une éternité. Toute la famille a vu plusieurs fois une silhouette sombre dans différentes parties de la maison, surtout en haut des escaliers. En haut des escaliers, ils ont tous ressenti comme une force qui les arrêtait ou les repoussait. Une fois, Brianna tenait un bol de chips. Le bol a été projeté de ses mains et elle a failli tomber en arrière dans les escaliers. La salle de bain est juste à gauche en haut des marches. D'autres esprits ont été aperçus brièvement dans le miroir de la salle de bain. Le sous-sol était encore pire que la salle de bain. Apparition fréquente de la silhouette sombre, sensation négative, voix entendue. La sœur de Brianna a souvent ressenti des frottements sur sa peau et des charges statiques sur certaines parties de son corps. Certaines pièces deviennent soudainement glaciales, même sans climatisation. Des voix et des bruits de pas se font entendre alors que personne n'est là. La nuit, ils ont vu une femme en robe blanche dans le jardin derrière la maison, juste à la lisière de la forêt. Le jardin n'est pas clôturé et au fond, il y a des bois. Parfois, ils entendent quelqu'un appeler à l'aide dans le jardin et pensent que c'est ce fantôme. Toutes les photos prises dans la maison montrent des orbes, surtout dans le sous-sol, des tonnes d'orbes. Ils ont organisé des séances pour essayer de comprendre ce que voulaient les esprits, et ils ont reçu des réponses. La plupart des fantômes étaient des âmes perdues, qui ne savaient pas comment ils étaient arrivés là ni pourquoi. Ces esprits ont parlé d'un autre, la silhouette sombre. Apparemment, cette entité était un démon, et ne voulait pas que quiconque interfère avec le portail ouvert. Brianna et sa sœur ont fait beaucoup de recherches et ont découvert que le fait de laisser un portail ouvert après un sort raté pouvait causer tout ça. En 2010, elles ont finalement réussi à fermer le portail grâce à une séance avec des amis païens qu'elle avait rencontrés. Les phénomènes ont fini par cesser. Même si la plupart des événements paranormaux ont été vécus par Brianna et sa famille, j'ai moi-même vécu plusieurs choses qui m'ont marqué. La salle de bain du 2e étage était vraiment flippante. À chaque fois que je devais aller aux toilettes chez Brianna, je descendais au rez-de-chaussée pour éviter d'y aller. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit dans cette salle de bain, mais l'ambiance était franchement dérangeante. Un jour, j'étais seule avec Brianna chez elle. On traînait dans sa chambre en fumant une cigarette. Personne d'autre n'était à la maison. En pleine conversation, on a entendu quelqu'un crier depuis le rez-de-chaussée. « Bonjour Brianna ». On a tout de suite pensé que c'était sa sœur. Alors Brianna est sortie de sa chambre sans hésiter et s'est dirigée vers la rambarde qui donne sur le salon. Elle a crié « Qu'est-ce qu'il y a ?» Rien, pas de réponse. On est descendu et il n'y avait absolument personne. Toutes les portes étaient verrouillées. On a vérifié le garage, rien. Le jardin, rien. L'avant de la maison, l'allée. Puis on a remarqué que les 4 chaises autour de la table de la cuisine étaient complètement tirées. Ce n'est jamais comme ça.
Sa famille est maniaque du rangement et de la propreté. J'étais vraiment mal à l'aise, mais Brianna a haussé les épaules. Apparemment, ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Elle était même contente que j'ai enfin eu ma première vraie expérience paranormale chez elle. Un autre jour, on était tous dans la chambre de sa sœur. On était 4. J'ai reçu un appel de ma copine, aujourd'hui ma femme, qui vivait à l'autre bout de l'État à l'époque. Mes amis sont descendus et je leur ai dit que j'allais rester un moment. J'étais assis par terre, dos à la porte, en train de parler avec elle. Et là, j'ai senti une main me tapoter le haut de la tête. Je me suis retournée et j'ai levé les yeux. Personne. J'ai eu une peur bleue. J'ai appelé la sœur de Brianna qui est montée en courant. Je lui ai demandé si elle était montée et m'avait tapé la tête pour attirer mon attention. Et elle m'a répondu « Non, j'étais en bas avec tout le monde. Personne n'est monté. » Je tiens à préciser que ce qui suit n'est pas une œuvre de fiction. C'est une histoire que ma mère m'a racontée de seconde main, mais qui a été confirmée par mon grand-père quand j'avais environ 14 ou 15 ans. Libre à vous d'y croire, de la remettre en question. Quoi qu'il en soit, cette histoire m'a marqué toute ma vie. Je pense donc qu'elle mérite d'être partagée. Un peu de contexte. Mon grand-père est décédé en 2013 d'un cancer, mais de son vivant, c'était un homme bien, qui a aidé beaucoup de gens de diverses manières. Après avoir rencontré ma grand-mère, ils ont tous deux rejoint l'armée. Ils ont servi dans des hôpitaux de l'armée américaine basée au Japon pendant le conflit du Vietnam, sauvant de nombreux soldats. Après son temps dans l'armée, il a rejoint l'armée de l'air pendant un temps. Tout ça lui a permis d'obtenir son diplôme d'infirmier et de devenir anesthésiste. Ensuite, il est devenu pasteur dans leur église, puis prêtre orthodoxe russe. Il a servi comme prêtre pendant plus de 40 ans. Petite précision, dans la plupart des branches du christianisme orthodoxe, les prêtres peuvent se marier, sauf s'ils sont évêques ou plus haut. Mon grand-père était le genre de prêtre que l'archidiocèse appelait en disant « Père, nous avons des croyants en Alabama. Ils n'ont pas d'église dans un rayon de 160 km. Pouvez-vous y aller organiser quelque chose ?» Ce qui commençait par une liturgie dans un salon, avec une vingtaine de personnes, devenait une véritable église. Il a répété ça plus de fois que je n'ai pu en obtenir une réponse claire. Le seul reproche que je lui fais, c'est d'avoir toujours mis l'église avant sa femme et ses 3 enfants. Bref, dans les années 70, mon grand-père avait déménagé avec ma mère, ma tante et ma grand-mère dans le New Jersey pour aider une église en difficulté qui n'avait pas de prêtre. Ma mère avait environ 5 ou 6 ans et elle se souvient bien de cette époque. Un jour, mon grand-père fut contacté par son évêque qui lui dit qu'on avait besoin de lui pour quelque chose de très sérieux. Il lui expliqua. Il y a une jeune fille de 17 ans. Elle est gitane et sa famille l'a amenée au monastère en affirmant qu'elle est possédée. Les moines pensent que c'est sérieux. Pouvez-vous venir les aider ? Mon grand-père était prêtre depuis plusieurs années, mais il faut comprendre que la plupart des prêtres ne sont jamais appelés à exorciser un démon. En fait, chez les catholiques romains, il faut une autorisation spéciale pour pratiquer un exorcisme. Il accepta sans savoir dans quoi il s'engageait. La fille s'appelait Juliana et sa famille était gitane, des voyageurs. Elle venait d'une famille très impliquée dans les pratiques occultes. Juliana était mariée à un homme plus âgé, issu d'une autre famille de leur clan, qui pratiquait aussi la magie. Sa famille commença à s'inquiéter quand elle devint instable, agressive, colérique, méchante. Ses cris s'aggravaient. Elle hurlait des choses blessantes pour des questions simples. Mais ce qui les terrifia, c'est quand leur caravane se mit à trembler, à s'élever de quelques centimètres du sol, puis à retomber brutalement. Des objets volaient des murs ou des placards et se brisaient contre les murs. Ils tentèrent leur propre rituel pour chasser ce qu'ils pensaient être une entité maléfique, mais rien ne fonctionna. Ils se rendirent donc au monastère, désespérés. C'est là que mon grand-père intervient. Il raconta qu'à son arrivée, tout le monde était dans l'église. Un autre prêtre, quelques moines, tous préparant de l'eau bénite, des huiles, récitant des prières pour demander la force de Dieu. À l'arrière, des laïcs curieux, vivant et travaillant au monastère, ainsi que la famille de Juliana.
Elle était dans une pièce avec quelques proches jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Ils l'amenèrent, l'assirent sur une chaise devant l'autel. Mon grand-père dit qu'il sentit l'air s'alourdir. Elle semblait furieuse, insultait, crachait, tentait de griffer et de frapper. Plusieurs personnes la retenaient. Ils l'entourèrent partiellement et commencèrent à prier, à réciter le rite complet d'exorcisme. Puis elle se mit à grogner et il dit « Les choses ont commencé à se produire. Les chaises se mirent à trembler, à bouger seules, puis à léviter. Des gens curieux et même des membres de sa famille s'enfuirent terrifiés. Ils continuèrent à prier pendant des heures, malgré les objets qui bougeaient seuls, les insultes de Juliana, ses crachats, ses tentatives de distraction. Ils invoquaient Dieu et tous les saints pour chasser cette chose et libérer la jeune fille. Puis elle se redressa brusquement. Sa tête bascula en arrière, son visage se déforma en une expression inhumaine. Sa bouche s'ouvrit bien plus que ce qu'un humain peut faire sans se briser la mâchoire. Une voix sortit d'elle, grave, gutturale, démoniaque. « Laissez-moi tranquille, je suis bien avec elle. » Mais cette voix ne parlait ni anglais ni aucune langue courante. Elle parlait une langue morte, originaire de Roumanie et des steppes russes, le slavon. Les moines connaissaient cette langue, car de nombreux manuscrits religieux anciens sont écrits dans cette langue presque oubliée. Ce moment effraya tout le monde, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter. Peu après, Juliana perdit connaissance. Elle respirait, mais était dans un état critique. Ils l'emmenèrent à l'hôpital. Elle était stable, mais ne se réveillait pas. Elle dormit pendant 2 semaines, puis un jour, elle se réveilla. Elle était confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était à l'hôpital. Elle n'avait aucun souvenir de l'exorcisme. En fait, elle ne se souvenait pas des 18 derniers mois. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était d'être dans sa caravane. Elle dit « J'étais assise à la table pendant que mon mari dormait dans notre lit. J'ai vu quelque chose du coin de l'œil. Je me suis tournée et j'ai vu mon mari sur le dos et une sorte de nuage noir sortait de sa bouche et flottait au-dessus de lui. Avant que je puisse crier, ce nuage noir s'est jeté sur moi et maintenant je suis ici. » Mon grand-père fut profondément marqué par cette nuit. Ma mère dit qu'elle avait environ 7 ans à l'époque et se souvient que son père ne parla pas pendant 2 semaines avec un air sombre sur le visage. Il continua sa vie, mais ça le transforma. Il ne raconta cette histoire à ma mère que lorsqu'elle était adolescente, pour la mettre en garde contre l'occulte. On ne sait jamais ce qu'on invite. Mon grand-père n'était pas du genre à inventer des histoires. Il détestait les gens qui exagéraient. Il ne parlait pas beaucoup, sauf si on lui posait une question. Il était très intelligent, lisait énormément, avait voyagé à travers les États-Unis et dans plusieurs pays. Il avait servi dans 2 branches de l'armée et avait une carrière médicale. Je pense qu'il avait une certaine crédibilité. Bien que je vienne d'une famille religieuse et que j'ai fréquenté l'église assez régulièrement, je ne suis pas croyant. J'ai étudié plusieurs systèmes de croyances et je ne m'identifie à aucun en particulier, donc ce n'est pas un discours chrétien ni une critique des gitans. J'ai beaucoup de respect pour leur culture. Je voulais simplement partager une histoire paranormale. Je sais que beaucoup disent que la paralysie du sommeil n'est qu'un phénomène cérébral, mais je crois sincèrement que cette expérience démoniaque était réelle, possiblement causée par quelqu'un ayant jeté un sort à ma mère, qui a elle aussi vécu la même chose. Quand j'avais environ 8 à 10 ans, je dormais sur le côté gauche. Je me suis soudainement réveillée en pleine nuit, incapable de bouger. J'ai commencé à entendre un bruit étrange, comme un tourbillon ou un portail de téléportation derrière moi, du côté opposé à mon regard. Une masse noire très sombre a traversé la pièce, depuis l'endroit où le bruit se produisait. De mon champ de vision périphérique, à droite, j'ai vu cette masse noire flotter lentement au-dessus de moi. Je l'entendais faire de longs soupirs. J'étais toujours complètement paralysé, puis j'ai vu une sorte de chose blanche, filandreuse, comme une serpillière sortir de la masse noire. C'était comme un tas de fils blancs regroupés, avançant lentement vers moi. Quand ça a atteint mon visage, j'ai senti que ça commençait à toucher mon oreille. À ce moment-là, j'ai entendu une voix de femme venant du coin supérieur gauche de la pièce. Elle semblait venir d'une autre dimension. Difficile à expliquer. La voix disait « Laisse mon bébé tranquille ».
Juste après, le bruit du portail a recommencé. Le démon a quitté la pièce et j'ai pu bouger instantanément. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Et maintenant, le plus fou. Ma mère avait vécu la même chose avant moi, mais elle ne me l'a dit que des années plus tard. Ça lui est arrivé pendant un an entier, environ 4 nuits par semaine. La toute première fois, le démon s'est réellement montré à elle. Elle a aussi entendu les bruits de portail tourbillonnant et le démon est entré dans la pièce. Mais contrairement à moi, elle dormait sur le dos, donc il flottait directement devant son visage. Elle a dit que son visage ressemblait au masque du film Scream et qu'il ouvrait sa bouche juste devant elle. Et voici la partie la plus étrange. Elle a dit qu'il avait de longs cheveux blancs filandreux, exactement comme ceux que j'ai vus. Elle a donc vu les mêmes cheveux blancs et entendu les mêmes bruits de portail, sans jamais m'en parler avant ma propre expérience. À l'époque, ma mère ne jouait pas avec des choses comme les planches Ouija, qui pourraient déclencher des hantises. Mais tout ça a commencé quand elle a commencé à sortir avec mon beau-père. Sa famille ne voulait pas qu'ils soient ensemble et causait constamment des drames. Sa mère venait de Louisiane et avait, je crois, des antécédents en sorcellerie. Ces épisodes de paralysie démoniaque ont commencé uniquement après le début de leur relation. Plus tard, une personne qui connaissait à la fois ma mère et la mère de mon beau-père a dit à ma mère qu'elle était entrée une fois chez cette femme et avait vu une photo de ma mère posée sur une table avec une bougie noire au rouge dessus. Et là, tout s'est éclairé pour moi. Je vais simplement supposer qu'elle a fait une sorte de sorcellerie contre ma mère et invoqué un démon. Tout concorde au niveau du timing. Quelqu'un connaît-il ce type de sorcellerie? Est-ce que l'invocation d'un démon pour tourmenter quelqu'un est une chose réelle? Existe-t-il un démon connu pour avoir de longs cheveux blancs filandreux comme ça? Nos expériences ont eu lieu à peu près au même moment, mais moi je ne l'ai vécu qu'une fois, quand j'ai dormi dans sa chambre, alors qu'elle l'a vécu pendant 1 an, 4 à 5 nuits par semaine. Nous ne sommes pas religieux, mais la façon dont elle s'en est débarrassée a été de mettre de l'huile autour de toute la maison et de crier des prières dehors, probablement en passant pour une folle auprès des voisins. Mais après ça, cela ne lui est plus jamais arrivé. J'étudiais dans une université en Malaisie, loin de ma famille, à des milliers de kilomètres. Tout a commencé très tôt après mon arrivée. Notre campus était éloigné de la ville. En tant qu'étudiants internationaux, on avait peu de moyens pour se rendre en ville, donc je passais la plupart de mon temps dans ma chambre d'internat. Un soir, vers 19h ou 20h, moi et 2 amis étions dans une voiture empruntée quand elle s'est arrêtée soudainement sur une autoroute. Je ne me souviens plus du nom. On est sorti pour voir ce qui n'allait pas. Dès qu'on est sorti, la voiture a redémarré toute seule. On a pensé à un problème mécanique, on n'y connaissait rien. Alors on est remonté dedans. La voiture s'est arrêtée à nouveau. Mon ami a essayé de redémarrer, mais rien. On a décidé de pousser. Encore une fois, on n'y connaissait rien. Mais la voiture était comme un bloc de ciment. Le conducteur est sorti pour aider, et dès qu'il a posé le pied dehors, la voiture a redémarré. Feu de détresse allumé, phare à fond. On a paniqué, personne ne voulait remonter dedans. On a attendu que quelques voitures passent et on a arrêté une et demandé de l'aide. On a fini par rentrer au campus et chacun est allé dans sa chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je sentais quelqu'un dans la pièce avec moi, qui bougeait avec moi, me regardait. Je me retournais brusquement pour surprendre cette présence, mais il n'y avait rien. Le matin, j'ai demandé aux autres s'ils avaient ressenti quelque chose. Rien. J'ai laissé tomber, mais la nuit suivante, le malaise est revenu. J'ai mis de la musique pour me distraire, rien n'y faisait. J'ai pris une douche, prié, essayé de dormir. Toujours cette sensation. Mon lit était contre le mur, je dormais face au mur. Toute la nuit, je sentais quelqu'un derrière moi, me regardant, me forçant à me retourner. Ça a duré plusieurs jours. Je laissais une série tourner en fond, et je me réveillais après 5 ou 6 épisodes. Je n'ai pas mis le Coran de peur de faire un rêve irrespectueux. La présence ne partait pas, puis quelque chose s'est produit. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir et j'ai senti quelque chose tirer mes draps. J'ai essayé de les retenir, mais mon corps était paralysé. Je ne pouvais que cligner des yeux. J'étais là, figé, pendant que le drap était entièrement retiré. J'essayais de réciter quelque chose, mais j'étais incapable de parler. Et là, les chuchotements ont commencé. Plusieurs voix lentes, en colère, je ne comprenais rien. J'ai mouillé mon lit et je suis resté paralysé, je ne sais combien de temps.
Mon téléphone a déclenché l'alarme de l'appel à la prière et j'ai enfin pu bouger. Ça a commencé à devenir régulier. Paralysie du sommeil, chuchotement, mes notes ont chuté, j'étais épuisée. Un soir, j'ai pris mes affaires et je suis allée dormir chez un ami, souvent défoncé. Il m'a regardé entrer et m'a dit « Et les autres gars ?» Il n'y avait personne. Je me suis roulée dans mon drap et j'ai dormi. Le lendemain, en se préparant pour les cours, il m'a dit « Tes nouveaux potes sont bizarres, ils sont restés assis toute la nuit à côté de toi à te regarder. » Ils ne m'ont même pas répondu. Je les regardais, ils ne plaisantaient pas. J'ai suivi mes cours en silence, puis j'ai appelé mon père. Il m'a dit de prendre une petite ayatel kursi, verset du Coran, et de la coller sur ma porte. Je l'ai fait. Et là, tout a dégénéré. Je ne voulais pas changer de chambre, trop compliqué. J'étais en colère, c'était mon espace et il était envahi. Cette nuit-là, je dormais bien, jusqu'à ce qu'un grand coup soit frappé à ma porte. Je ne sais pas si ce qui a suivi était réel ou un rêve. J'ai ouvert la porte et un homme était là, très grand, entièrement tatoué, sans yeux. Il pointait le papier collé au-dessus de ma porte et poussait un cri guttural qui me terrifiait. Il continuait à pointer le papier en hurlant. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a entendu, je ne sais pas si c'était un rêve. Je sais juste que j'ai retiré le papier et il est entré. Le lendemain, je me suis réveillée dans mon lit, en colère contre moi-même. J'ai commencé à trouver des choses dans ma chambre. Oiseaux morts, peines cassées, papier brûlé. Je les jetais, c'était devenu une lutte. Une nuit, j'ai décidé de ne plus dormir face au mur. C'est ma chambre, mon espace, et je ne laisserai plus ces choses me terroriser. J'ai crié, faites ce que vous voulez, je ne partirai pas. J'ai prié et je me suis couchée. Je me suis réveillée en pleine nuit, toutes les lumières allumées, et j'ai vu la chose que je n'oublierai jamais. Le même homme en train de faire la prière dans ma chambre, dans la mauvaise direction. Il faisait tous les gestes, je pouvais entendre les sons, et il était tourné du mauvais côté. Je suis restée là, incapable de respirer, incapable de crier, jusqu'à ce qu'il se retourne et tende ses bras vers moi. Ce n'étaient pas des bras, c'étaient des serpents noirs, longs. Dans mon cœur, je récitais quelque chose. Je sentais mes larmes couler sur l'oreiller, puis plus rien. Je me suis réveillée le matin avec des griffures partout sur le corps, comme si des chats m'avaient attaqué. Mon drap sentait le sang ancien, c'était la goutte de trop. J'ai contacté mon cousin qui m'a mis en relation avec quelqu'un. Cette nuit-là, j'ai décidé de dormir dans une mosquée. En Malaisie, il est courant que les hommes portent un tissu par-dessus leurs shorts pour prier. J'ai prié et utilisé ce tissu comme couverture et dormi dans la cour de la mosquée. Et là, c'est difficile à croire. Je vous laisse juger. Je me suis réveillée exactement là où la voiture était tombée en panne la première nuit. Des inconnus me secouaient pour me réveiller, demandaient si j'allais bien. Certains voulaient appeler la police. Certains étaient mes aînés de l'université. Ils m'ont ramené à l'internat. Après ça, j'ai dormi chez différents amis jusqu'à ce que le savant religieux vienne. Il a passé quelques heures dans ma chambre. Après avoir enquêté, on a appris que l'étudiant précédent pratiquait la magie noire dans cette pièce. Il écrivait même avec son propre sang sur les murs. L'administration avait juste repeint par-dessus. Je ne sais pas ce qu'est devenue cette chambre, ni qui l'a récupérée. Moi, j'ai été discrètement déplacée dans une autre chambre, à condition de ne jamais en parler. Et voilà, plus de paralysie du sommeil. Plus de chuchotements, plus de visites, plus de griffures, plus de réveils dans des endroits étranges, plus d'odeur de sang. Je fais encore des rêves à ce sujet, et je ne regarde plus les miroirs trop longtemps. J'ai toujours eu un lien fort avec la nature. J'ai fait de nombreuses randonnées et campings dans l'Himalaya. Comme rester à la maison m'ennuyait profondément, mes amis et moi étions souvent attirés par la nature. Ce jour-là, personne n'était disponible, sauf moi et un ami. Appelons S. On a décidé d'aller dans un coin très forestier près de chez nous. Il est venu, j'ai pris mon scooter, on a mis de la musique et on est parti. Il faisait beau, on avait chacun un coca à 20 roupies en main et on a commencé à explorer. On a pris des photos, on a marché un peu, puis on s'est dit allons plus loin, et bien sûr, toujours partant. On s'est retrouvés près d'un petit ruisseau et de hautes herbes, dans une zone ouverte mais verdoyante. J'étais en train de boire mon coca quand S m'a appelé. J'ai eu un choc, un peu peur aussi, car c'était une zone isolée et risquée. Je me suis retournée, et là, des os, oui de vrais os.
Certains semblaient humains, d'autres animaux. Je ne suis pas archéologue, mais c'était assez évident. J'ai pris une photo de près, et là j'ai réalisé qu'on était entouré de plein d'os éparpillés sur le sol. Je jure qu'on n'avait rien vu au début, peut-être trop absorbé par la nature. Le moment paisible est devenu un moment de curiosité. On n'était pas trop effrayés, juste intrigués, mais l'ambiance a commencé à devenir étrange. Alors on a décidé de repartir. En chemin, j'ai remarqué des traces de brûlure sous un arbre. J'ai ignoré. En reprenant le chemin du retour, j'ai vu des vêtements rouges, une sorte de sari indien rouge, en plein milieu de nulle part. Intrigué, je me suis approché sans toucher, et là j'ai découvert un véritable hôtel de magie noire. Un trou avec des bracelets rouges, des vêtements féminins, du sindour, poudre rouge utilisée dans les rituels et d'autres objets. Il y avait 2 ou 3 trous creusés, avec des choses à l'intérieur. S et moi étions confus, l'ambiance devenait de plus en plus étrange. Petite précision, j'étais déjà venu seul dans cette zone 2 ou 3 fois, mais jamais aussi loin. C'était la première fois avec quelqu'un. On est reparti. On s'est dit qu'on avait assez exploré, mais ça ne faisait que 30 à 40 minutes. On a décidé de faire un tour ailleurs, peut-être manger quelque chose. On a pris une autre route, puis on est revenu par le pont dont je parlais. Au début, il n'y avait pas grand monde, mais ensuite, on a vu des gens rassemblés, regardant en bas du pont. J'ai ralenti et arrêté mon scooter. Ce qui suit est horrible. En dessous, sur les rails, il y avait le corps d'un adolescent coupé en 3 morceaux. Mon ami était sous le choc. J'ai regardé à mon tour. On est resté figé toute la journée. Et le plus troublant, le corps était près du même endroit où on était allé dans la forêt. Ça nous a glacés. On est rentré, mais on n'a jamais pu oublier. Évidemment, ça ne nous a pas arrêtés. S et moi étions choqués, mais on en a parlé à nos proches. Et devinez quoi? Nos amis ont proposé. Allons explorer à nouveau, mais en groupe. On y est retourné à 4. Moi, S et 2 autres amis. Les os avaient disparu. Juste quelques traces. Je me suis souvenu de l'arbre avec les brûlures. On s'est posé là un moment. Et là, un homme est apparu de nulle part, marchant vers nous, silencieux. Il nous a dit « Vous avez l'air bien de bonne famille, partez d'ici tout de suite. Ce n'est pas un endroit sûr. » Il semblait inquiet, effrayé. Il a ajouté « Vous ne savez rien de cet endroit, partez vite. » On a couru, et cet homme disparut. Je l'ai vu une dernière fois près de l'arbre, on est rentré. Dernière histoire liée à cet endroit, celle qui nous a fait ne plus jamais y retourner. Moi et un autre ami, qui était là le 2e jour, avons décidé d'y retourner, 4-5 mois plus tard. Il était 20 ou 21 heures la nuit. On a garé mon scooter sans trop réfléchir. On discutait pour savoir si on devait entrer ou non. C'était le noir complet, juste quelques lucioles. J'ai insisté, mais mon ami avait peur. Finalement, j'ai accepté de ne pas y aller. Et là, un homme nous observait de loin. Il semblait ivre, marchait lentement vers nous. Je l'ai signalé à mon ami. Il est arrivé et a hurlé. « Pourquoi vous êtes ici ?» Exactement comme l'autre homme, mais plus âgé et plus sérieux. On lui a dit qu'on ne savait rien de cet endroit, qu'on voulait juste explorer. Il a répondu « Vous ne savez pas qu'il y a eu des meurtres ici? Personne ne vient ici depuis des mois. Si vous vous faites attraper, vous serez surveillé par la police. » Puis il a ajouté quelque chose d'étrange. « Cet endroit, je le connais. Partez vite, je ne veux pas que vous ayez des ennuis avec la police ou avec ce qu'il y a ici. » Il nous a aussi insultés. On lui a expliqué qu'on ne savait rien des meurtres, qu'on ne vivait pas dans le coin, qu'on n'avait rien vu dans les infos. Il nous a fixés, j'ai démarré et on est parti choqués. La région où nous vivons a un passé très sombre et horrible. Je sais que beaucoup ne croient pas aux fantômes, mais j'ai vécu des choses qui ont changé mon avis. J'ai 28 ans et je suis originaire du Mexique. Il y a quelques mois, j'ai déménagé pour commencer un nouveau travail. C'était une belle opportunité pour moi. Et même si ça m'a coûté de quitter ma famille et mes amis, j'étais enthousiaste à l'idée de commencer une nouvelle étape. J'ai trouvé un petit appartement dans un quartier calme et bien situé. Tout semblait aller bien jusqu'à ce que les problèmes commencent. La première semaine, je dormais sans problème. Je m'adaptais à la ville, au climat, à la routine. Mais dès la 2e semaine, quelque chose a changé.
J'ai commencé à faire des cauchemars très intenses, presque toutes les nuits. Il y avait toujours un corbeau noir aux grands yeux rouges. Il me fixait sans bouger, comme s'il voulait me dire quelque chose. Parfois il était à la fenêtre, d'autres fois au pied de mon lit. Et moi j'étais paralysée, je ne pouvais ni bouger ni crier, mon corps était comme emprisonné. La paralysie du sommeil est devenue constante. Je me réveillais en sueur, le cœur battant très fort, incapable de bouger pendant plusieurs minutes, c'était terrifiant. Une nuit, j'ai fait un cauchemar différent. J'étais dans un champ entouré d'arbres morts, le corbeau était là, mais cette fois il n'était pas seul. Derrière lui, j'ai vu quelqu'un que je connaissais très bien, mon ex-petite amie. Son visage était figé, elle ne disait rien, mais sa présence me remplissait, me faisait peur. Puis elle a commencé à murmurer des mots que je ne comprenais pas. Elle s'est approchée lentement, a tendu la main vers moi, et le corbeau s'est envolé en poussant un cri effrayant. Je me suis réveillée en hurlant. Mon ex et moi sommes restés ensemble presque 3 ans. Au début, c'était une belle histoire, mais avec le temps, elle est devenue très possessive. Quand je lui ai annoncé que je partais, elle a très mal pris. Elle m'a supplié de ne pas partir, m'a dit qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Après notre rupture, elle m'a envoyé des messages étranges, parfois agressifs, parfois tristes. À l'époque, j'ai cru que c'était juste une phase de désespoir, mais aujourd'hui, je n'en suis plus sûre. Depuis mon arrivée, il se passe des choses que je ne peux pas expliquer. Mon téléphone s'éteint tout seul à 3 heures du matin. Des objets changent de place sans que je les touche. Je me sens constamment fatiguée, comme si quelque chose aspirait mon énergie. J'ai consulté un médecin, fait des examens, tout est normal, mais moi, je sais que quelque chose ne va pas. J'ai pensé à la sorcellerie. Dans certaines régions du Mexique, elle est beaucoup pratiquée. Les gens, par jalousie ou vengeance, peuvent faire appel à des sorciers ou des guérisseurs pour jeter des sorts. Mon ex avait une tante à Veracruz qui, selon elle, savait faire des choses. Je commence à croire que mon ex, blessé par notre rupture, a peut-être demandé de l'aide pour me nuire. J'en ai parlé à un ami et il m'a dit que ce que je vivais ressemblait à un envoûtement noir. Il m'a parlé d'un guérisseur, m'a donné son adresse et m'a conseillé d'y aller rapidement. Je suis allée le voir, je lui ai tout raconté et il m'a demandé une photo de mon ex. Il l'a regardée quelques secondes, a fermé les yeux et m'a dit « Elle t'a attaché, il faut rompre ce lien ». Il m'a demandé d'apporter certaines choses pour faire le rituel. Le soir même, nous l'avons fait. Les nuits suivantes ont été différentes. Je faisais encore des cauchemars, mais le corbeau était plus loin. Mon ex n'apparaissait plus. Je ressentais encore une présence, mais moins oppressante. J'ai suivi les conseils du guérisseur, mais une nuit, tout est revenu. Le corbeau est apparu, plus grand, plus sombre. Je me suis réveillée en hurlant. Je ne sais plus quoi penser. Est-ce que le rituel n'a pas marché? Est-ce que je suis en train de perdre la raison? J'ai peur de m'endormir, peur de ce que je vais voir. Quand j'avais 17-18 ans, j'ai commencé à faire des rêves où j'avais des rapports avec une fille. Je me souviens de son visage, de ses vêtements, de son sourire et de la sensation de plaisir intense. Tout est encore très clair dans mon esprit aujourd'hui. J'ai fait plusieurs rêves avec cette même fille inconnue, dans le même décor. Elle portait toujours les mêmes vêtements et avait le même sourire. Pendant toute cette période, qui a duré environ 1 an à 1 an et demi, j'ai rêvé d'elle entre 12 et 15 fois. Les 2 ou 3 premières fois, c'était agréable. Après tout, j'étais un adolescent rêvant de faire des choses avec une fille vraiment belle. Mais ensuite, ça a changé. Après ces premières fois, chaque fois que je la voyais dans mes rêves, je me réveillais malade et vidée. Ça s'est intensifié au point où, si je rêvais d'elle, je tombais malade pendant 2 ou 3 jours, sans aucun symptôme précis, juste une faiblesse extrême. À 18-19 ans, je n'avais plus aucune force. Je commençais à ressembler à un zombie. Ma peau était pâle et rugueuse. Je perdais mes cheveux, je me sentais déprimée. Je racontais ces expériences à mes amis, et dans mon cercle, c'était connu, mais je ne pense pas que quelqu'un m'ait vraiment pris au sérieux. Un jour, un ami d'un autre groupe a entendu parler de mon histoire et m'a conseillé d'aller voir un prêtre hindou dans un temple. Je suis allée au temple et j'ai demandé le prêtre. Dès qu'il m'a vu, il a posé ses mains sur ma tête et m'a dit «
Quelqu'un est en train d'aspirer ton prana, force vitale. » Il m'a ensuite dirigé vers un petit temple et m'a dit de demander un tantrique en précisant que c'était lui qui m'envoyait. Je suis allé à ce temple. L'endroit était très sombre. C'est un petit sanctuaire juste avant de traverser le pont, sur la gauche, en contrebas. J'ai demandé le tantrique et lui ai expliqué que le prêtre m'avait envoyé à cause de ce que je vivais. Il m'a dit que quelqu'un voulait mon énergie vitale pour prolonger sa propre vie. Il m'a fait asseoir, à réciter des mantras, m'a aspergé d'eau bénite et m'a donné 2 fils. Il m'a dit d'en attacher un à mon bras et de suspendre l'autre à un vieil arbre, de préférence dans un temple. Il m'a aussi dit de brûler celui attaché à mon bras après une semaine. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à faire des terreurs nocturnes. Je me réveillais en sueur, terrifiée. J'avais des paralysies du sommeil presque toutes les nuits. J'ai cru que quelque chose avait mal tourné, mais le jour où j'ai retiré le fil de mon poignet et que je l'ai brûlé, tout s'est arrêté. J'ai recommencé à bien dormir, je me suis senti mieux. Ma peau et mes cheveux ont retrouvé leur aspect normal. Je ne l'ai plus jamais vu dans mes rêves, plus de terreur nocturne, plus rien. Parfois la sensation me manque. C'était une expérience très intense et agréable, mais c'était au prix de ma vie. C'est une longue histoire, mais vraiment fascinante. J'ai vécu une expérience en 2022 qui a fait de moi un croyant, alors que j'étais auparavant sceptique. À l'époque, je vivais en Californie en tant que locataire chez une famille indienne, Punjabi, composée de 5 personnes, un couple et 3 enfants en bas âge. Le couple ne s'entendait pas du tout et la femme, Rinku, était très frustrée et malheureuse dans sa vie. Un jour, elle m'a demandé de l'accompagner chez un astrologue devin. On a trouvé un astrologue indien et on lui a rendu visite. Dès notre arrivée dans son appartement minuscule, sa femme nous a conduits dans sa pièce. La pièce était sombre, remplie de photos de divinités. Il y avait une étrange silhouette humaine blanche avec une langue rouge construite en ciment ou en plâtre posée au sol. L'astrologue porta un kurta noir. Selon ses calculs de numérologie et d'autres méthodes, il a affirmé que Rinku et sa famille avaient été victimes de magie noire il y a longtemps. Elle l'a cru immédiatement, car lorsqu'elle était enfant, sa famille avait déjà trouvé des objets liés à la magie noire dans leur champ au Punjab. Cheveux citron, tissus rouges, etc. Depuis, leur vie avait été un désastre. Son père est mort, elle a été arrachée à sa mère à l'âge de 4 ans pour vivre chez une tante qui ne l'a jamais aimée. Elle et sa sœur ont épousé des hommes violents et misérables. Elle n'a jamais pu parler à sa vraie mère, qui vivait elle-même une vie misérable dans un village reculé. Elle croyait donc l'astrologue. Moi, j'étais encore sceptique. Mais il a fait des prédictions et des observations très justes sur moi, ce qui m'a troublée. Il a dit qu'il ne pouvait pas tout expliquer, mais que c'était lié à de la magie noire. Il a proposé de faire un rituel religieux approfondi pour tout nettoyer. Il a demandé 2000 $ pour l'ensemble. Rinku, malgré ses faibles revenus, a réussi à réunir la somme. Elle devait se rendre plusieurs fois chez l'astrologue et elle m'a emmenée à chaque fois. Je n'ai jamais bu l'eau ni mangé les offrandes qu'il nous proposait, elle non plus. La 3e fois, il nous a dit qu'il avait détecté quelque chose de maléfique dans ses prières pour Rinku. Il a ajouté que dans le cadre du rituel, elle devait se rendre dans un cimetière le soir même pour y déposer certains objets qu'il nous a remis. Il a insisté pour que je l'accompagne. Ce jour-là, il a dit des choses qui l'ont bouleversée. Elle a pleuré. Il a demandé à sa femme de nous apporter des sucreries et du thé. On a refusé, mais il a insisté. Finalement, on a bu. Mais on a ramené les sucreries chez nous et on les a jetées à la poubelle. Vers 22 h, on est allé au cimetière en voiture. Rinku a déposé les objets comme demandé. En rentrant, on a pris une douche, dîné et suivi les instructions de l'astrologue. Pas d'alcool ce soir-là. Vers 23 h 30, on était assis dans le salon. Rinku a passé un appel vidéo à une amie proche pour lui raconter qu'on était allé au cimetière. Son amie lui a dit « Tu as l'air différente aujourd'hui, tes yeux font peur ». Elle a pris ça à la rigolade et m'a demandé si ses yeux avaient quelque chose d'étrange. Je l'ai regardé et j'ai eu très peur. Ses yeux étaient vraiment différents, effrayants. Il y avait quelque chose de mauvais dans son regard. Elle est allée se coucher peu après vers minuit, mais ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacée.
C'était difficile de lui parler en la regardant. Rien que d'y repenser en écrivant ceci me donne des frissons. Ses yeux semblaient en transe, comme s'il voulait quelque chose de moi. Je suis en couche-tard, je dors rarement la nuit. Ce soir-là, vers 1h30 du matin, je cuisinais dans la cuisine au rez-de-chaussée. Pour vous donner une idée de la maison, c'est un 2 pièces avec salon et cuisine modulaire au rez-de-chaussée et 2 chambres à l'étage. Je dors dans l'une, toute la famille dort dans l'autre. Donc je suis en bas dans la cuisine, juste à côté des escaliers menant à l'étage. Soudain, je ressens que quelqu'un est descendu et se tient là, à l'entrée de la cuisine, me regardant. Je vois quelque chose de noir dans ma vision périphérique et je ressens une forte énergie négative. Je sens une présence, comme si quelqu'un me faisait face. Je tourne la tête et je vois une fumée noire disparaître dans l'air et se fondre dans l'atmosphère de la pièce. Tout ça en 3 secondes. Cette obscurité n'était pas celle d'un néant fatigué, c'était une noirceur différente, presque vivante. J'ai eu très peur, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai agi comme si j'étais forte, comme si je créais une aura de puissance autour de moi. Je voulais envoyer un message clair à cette chose. Je ne suis pas faible, je ne suis pas effrayée. Je suis restée calme, sans réagir, en me concentrant mentalement sur cette force intérieure, mais ce n'était pas fini. Quelques minutes plus tard, je me suis accroupie pour prendre quelque chose dans un placard bas. Et là, mon pyjama s'est déchiré aux 2 genoux. Je n'ai aucune explication, il était bien ajusté, peut-être un peu serré, mais pas au point de se déchirer, et surtout pas des 2 côtés en même temps. J'étais terrifiée, mais j'ai continué à faire comme si tout allait bien. Je me suis ensuite assise sur le canapé dans cette même pièce, pour regarder une vidéo sur mon téléphone. La vidéo se mettait en pause toute seule, encore et encore, même après avoir chargé. À ce moment-là, j'étais perdue. Mon esprit rationnel me disait que tout était dans ma tête, mais mon corps savait que quelque chose n'allait pas. Vers 3 heures du matin, j'ai appelé une amie en Inde. Je savais que je ne pourrais pas dormir avant le lever du soleil. Elle m'a aidé à me changer les idées jusqu'à 4h30. Quand le soleil s'est levé, j'ai enfin pu aller me coucher. Je n'ai parlé de tout ça qu'à cette amie. Le lendemain matin, je me suis réveillée vidée, avec une envie irrépressible de quitter la maison. J'ai appelé mon mari et j'ai déménagé chez lui le soir même. Contexte, j'étais mariée depuis 1 mois, dans des circonstances urgentes. Mon mari vivait dans une autre ville en Californie, en attendant qu'on trouve un logement. Je vivais chez cette famille, Punjabi, en tant que locataire. Ce jour-là, nous sommes aussi allés au Gurudwara, comme l'astrologue nous l'avait conseillé. Mais toute la journée, je me suis sentie négative, oppressée, avec des pensées sombres. J'ai eu des pensées de mutilation, comme si je pouvais sentir la douleur de me couper les poignets. Ce n'était pas nouveau, mais ce jour-là, c'était très intense. 2 jours plus tard, alors que j'étais chez mon mari, Rinku m'a appelé en suppliant que je l'accompagne une dernière fois chez l'astrologue. J'ai refusé. Elle n'y est pas allée non plus. Le lendemain, elle m'a rappelé, encore une fois en pleurant. Elle m'a raconté que ses enfants avaient vu des choses. Son fils aîné, s'étant, se préparait pour l'école, se coiffait devant le miroir, quand il a vu une silhouette humaine derrière lui. Il s'est retourné et a vu cette chose courir dans la salle de bain et disparaître. La salle de bain est juste derrière lui. Il a raconté ça à sa mère, qui ne connaissait pas encore toute l'histoire. Ses jumelles de 4 ans qui jouent habituellement seules dans le salon le matin ont refusé de jouer seules. Une d'elles a dit « Je ne joue pas sans maman, il y a quelque chose dans la pièce ». Mon mari, qui est croyant et bienveillant, m'a dit « Si c'est la dernière fois, vas-y, termine ça ». J'ai accepté. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'avais un accident de voiture en allant chez Rinku. Le lendemain, elle m'a appelé à 11h pour qu'on se retrouve chez l'astrologue à 13h. Elle m'a dit que son fils était tombé dans la baignoire ce matin-là, avait pleuré et refusé d'aller à l'école, ce qui ne lui arrive jamais. Elle a quand même envoyé, sinon elle ne pourrait pas sortir pour le rituel. J'arrive chez l'astrologue à 14h. Elle lui raconte ce qui se passe avec les enfants. L'astrologue confirme. Un esprit maléfique se nourrit d'elle. Il ne nous l'avait pas dit plus tôt pour ne pas que l'entité sache qu'on était au courant. Je lui raconte mon expérience dans la cuisine. Il n'est pas surpris. Il dit que l'esprit a essayé de me faire peur parce que j'aidais Rinku et que c'est pour ça que j'ai quitté la maison le lendemain. Il est 14h30. Il faut aller chercher le fils de Rinku à l'école. Elle me supplie d'y aller. Je prends un Uber. J'arrive à 14h42. 7 minutes de retard. Mais son fils n'est nulle part. Je cherche partout, les enseignants aussi. Sa mère panique. L'astrologue lui commande un Uber pour venir. Quelques minutes plus tard, une enseignante amène son fils. Elle l'a vu sur la route en train de rentrer chez lui tout seul. Il n'a jamais fait ça, et j'étais en retard de seulement 7 minutes. On l'amène chez l'astrologue. Il attend dans le salon. L'astrologue nous demande d'apporter des pétales de Nîmes, de l'eau de la maison de Rinku et des pétales de rose, je crois.
Le rituel commence. Mon rôle est de soutenir Rinku. À la fin, elle doit manger les feuilles de Nîmes, garder l'eau dans sa bouche et prier la déesse Kali 9 fois. Ensuite, elle doit cracher l'eau dans un bocal. Mais aucune eau ne sort. À la place, des étincelles et une sorte de fumée noire sortent de sa bouche. L'astrologue tente de l'enfermer dans le bocal. En partant, je réalise que j'ai oublié ma veste dans la pièce. Je retourne la chercher. Je vois l'astrologue en train de sceller le bocal. Je jette un dernier regard. L'astrologue me crie encore de partir. Ma vie a changé depuis cette nuit. Je ne suis plus la même.